Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le vent violent accompagné de précipitations hier dans la capitale Niamey a occasionné des dégâts importants. Au CEG Seyni Azuma, situé au quartier Kosei dans la commune 1, c'est le toit d'un bloc de classe qui a été emporté par le vent. Reportage Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Le toit du bâtiment de l'école a atterri sur les fils de haute tension de la Nigélec. Voilà ce qu'on peut voir à la devanture du CG Seyni Azuma, situé au quartier Kosei. C'est le vent de la pluie qui a arraché le toit du bâtiment qui a enchanté depuis plusieurs années, selon le directeur de l'école. C'est toute la tôle qui a emporté, c'est toute la tôle de trois bâtiments, de trois classes. C'est toute la tôle de trois classes qui est complètement emportée par le vent, déposée sur la grande voie. Une partie est déposée encore sur la haute tension. Les attentes, c'est de voir les tâcherons et de finir vite le contrat. Parce que l'État a bien fait, l'État a donné certainement l'argent aux tâcherons, peut-être qu'il n'a pas bien fait son travail. La responsabilité des désagréments causés par le toit est imputée au responsable du chantier, affirme une des victimes. Tous les trois quartiers, à savoir Goudel, Losugungu, Tondibia et les villages environnants, donc ils n'ont pas eu d'électricité. Donc les gens sont restés dans l'obscurité toute la nuit. Et ça pour l'insouciance et l'inconscience, n'est-ce pas, d'un entrepreneur. Imaginez-vous si c'est en pleine année scolaire et en pleine journée et qu'il y a des élèves dans cette classe. Voyez-vous les dangers? Et ça n'a même pas été réfléchi. Donc nous pensons qu'il est grand temps que, n'est-ce pas, les autorités prennent vraiment de mesures par rapport à certains entrepreneurs qui, par rapport à l'école, construisent mal les classes qu'on leur donne comme marché. Le maire du premier arrondissement communal de Niamey était sur le lieu où il a trouvé les agents de la Nigélec en plein travaux pour dégager le toit des fils de haute tension. En dehors des dégâts matériels enregistrés dans la ville de Niamey, il y a eu également des pertes en vies humaines et des blessés à la suite de l'intempérie. À l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée ce jour 16 juin, la CONID Niger a organisé une conférence à débat sous le thème « Situation des droits de l'enfant au Niger, avancées, défis et perspectives ». Le résumé de cette conférence avec Nafissa Zakou et Chebou Guisso. Cette conférence débat sous le thème « Situation des droits de l'enfant au Niger, avancées, défis et perspectives » organisée par la CONID Niger rentre dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africaine édition 2021. En effet, cette dernière est placée sous les 10 aspirations conformément à l'agenda 2040. L'agenda 2040 de l'Union africaine qui voudra bien que nous fassions le point d'abord sur les 5 années de mise en œuvre de cet agenda, mais également se projeter sur les 20 ans à venir pour voir effectivement quels sont les axes prioritaires en matière de promotion et protection des droits de l'enfant sur lesquels les efforts des uns et des autres doivent converger. Et pour cela, effectivement, nous avons, depuis le 10 juin 2021, lancé ce que nous avons appelé la semaine de mobilisation des porteurs d'obligations des partenaires techniques et financiers du secteur privé des médias, pour non seulement, pendant toute la semaine, envisager des actions de mobilisation des uns et des autres, mais également de plaidoyer et de rappel des engagements aux porteurs d'obligations. Nous avons participé donc au lancement officiel de la semaine même qui a été présidée par le ministère. Et à l'instant, nous sommes en train donc d'assister à une conférence débat sur la situation des droits de l'enfant, enjeux et perspectives, mais également sur les 10 aspirations conformément à l'agenda 2040, pour non seulement essayer de faire l'état des lieux, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Occasion pour le président de la CONID Niger de se réjouir des progrès enregistrés en matière des droits des enfants au Niger. Nous réjouissons que beaucoup d'efforts ont été faits en termes institutionnels et législatifs, notamment l'adoption de beaucoup de politiques, la mise en œuvre de beaucoup de projets et programmes, mais également la prise de certaines mesures administratives, notamment le décret
de 2017 qui soutient, qui protège et qui accompagne la jeune fille dans le système éducatif, tout comme la création des services de protection et de prise en charge, mais aussi des divisions au niveau de la gendarmerie et de la police nationale qui s'occupent de la protection des femmes et des mineurs. Mais nonobstant ces progrès-là, nous avons quand même relevé qu'il y a certaines difficultés qui ne sont pas des moindres. C'est notamment la coexistence du droit positif et de la coutume qui fait qu'aujourd'hui on a énormément de problèmes. Beaucoup préfèrent aller sur le droit coutumier que d'aller sur le droit positif qui est plus ou moins contraignant. Mais de l'autre côté aussi, on a senti quand même qu'il y a une certaine discordance entre ce que disent les conventions et les traités et même la charte africaine sur la définition de l'enfant avec le droit interne. Et à ce niveau-là, l'exemple le plus criard, c'est l'âge du mariage de la jeune fille. Aujourd'hui, malheureusement, en dehors de la palme que nous détenons en termes d'indice de développement humain, nous avons aussi deux autres palmes. C'est la palme du taux de mariage d'enfants le plus élevé au monde. 76,3% de nos filles sont mariées avant d'avoir l'âge de 18 ans. Mais également la palme d'or de la natalité. Nous avons le plus fort taux de natalité au monde, 3,9%. Au cours de cette conférence débat, les conférenciers Maman Cheikh Ibrahim et Rachida Bizo ont respectivement échangé avec les participants sur l'historique de la journée de l'enfant africain ainsi que sur les défis et perspectives en matière des droits des enfants. L'association de défense et de protection des enfants et des femmes a organisé ce matin, à l'occasion de la journée mondiale des travailleuses domestiques qui est célébrée chaque 16 juin, un atelier sur l'importance de leur rôle dans la promotion des droits et la protection des aides ménagères. Cet atelier est financé par le projet Voice. Le résumé avec Assama Oseidou et Ibrahim Abdou. Offrir un cadre d'écoute aux femmes et enfants victimes d'abus, violences, négligences, discrimination, promouvoir le droit des enfants et de la femme pour une société plus juste, tels sont entre autres objectifs de l'Association de défense et de protection des enfants et des femmes à travers la célébration de la Journée mondiale des travailleuses domestiques. Cette rencontre de sensibilisation et de plaidoyer est initiée par la dite association au profit des chefs de quartier et de colonies sur l'importance de leur rôle dans la promotion des droits et la protection des aides ménagères. C'est un projet que nous avions monté qui s'appelle Genre et Équité, sous financement de Voice Niger. Et ce projet, l'objectif de ce projet, c'est de faire la promotion et la sensibilisation des aides ménagères. Aujourd'hui, le 16 juin, c'est la journée mondiale des travailleuses domestiques. C'est pour ça que nous avons profité de cette journée pour une manière de la commémorer. Et en même temps, dans les activités du projet Genre et Équité, il y a une activité qui porte sur un plaidoyer et une sensibilisation des chefs de quartier et des chefs de colonie. Les chefs de colonie, au fait, les aides ménagères sont organisées en colonie dans chaque quartier. Des fois, c'est en fonction de leur lieu d'habitation d'origine. Elles viennent de Walam, de Bani Bongo. Elles se retrouvent toujours entre elles et elles sont dans les périphéries de Niamey où elles vivent et il y a une responsable qui s'occupe de chaque colonie. Donc nous avons pris les chefs de colonie et les chefs de quartier pour la journée d'aujourd'hui, pour les sensibiliser par rapport aux droits et devoirs des aides ménagères. Dans l'objectif de contribuer à promouvoir le genre et l'équité à travers la participation inclusive des aides ménagères au développement économique de leur communauté, plusieurs objectifs sont attendus par le projet Genre et Équité. C'est une façon de rappeler donc, aux citoyens la place de la femme de ménage dans la société, ses droits, ses obligations. Et donc le travail que nous sommes en train de faire pour la mettre dans ses droits. Parce que ce sont des personnes qui sont confrontées à beaucoup de défis, notamment en matière d'exploitation, en matière de violence et en matière d'abus de toutes sortes. Donc nous œuvrons pour assurer la défense et la protection de leurs droits, puisque notre association est composée en grande partie de professionnels du droit. Donc nous engageons à œuvrer pour la défense et la protection de leurs droits
y compris devant les tribunaux, quoi. La projection d'un film est prévue au cours de cette cérémonie afin de permettre aux participants d'apporter des suggestions qui seront prises en compte avant sa diffusion dans les différentes chaînes de télévision dans les jours à venir. Autre aspect dans cette édition, le deuxième sommet virtuel des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'organisation pour la conférence islamique OCI sur les sciences, la technologie et l'innovation STI s'est déroulé ce mercredi. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a désigné le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour le représenter. À cette occasion, le ministre Mamoudou Joubou a livré un message que je vous propose de suivre. En dépit des efforts déployés par l'État du Niger et compte tenu du rythme accéléré de la croissance démographique, d'énormes défis restent encore à relever, notamment l'insuffisance d'infrastructures pédagogiques, l'insuffisance d'ateliers, de laboratoires didactiques et de recherche, de bibliothèques et leurs équipements, le faible accès aux nouvelles technologies d'information, d'éducation et de communication, la faible attraction des séries scientifiques au profit des séries littéraires et surtout la faible accessibilité des jeunes étudiants aux grandes écoles technologiques internationales. Dans la déclaration de politique générale du gouvernement présentée en avril dernier, plusieurs actions majeures en faveur de la promotion des STI sont envisagées pour relever les principaux défis de développement. De manière générale, le gouvernement du Niger entend mener des réformes curriculaires en tenant compte des STI dans tous les domaines pour relever les défis de l'adéquation de l'offre de formation aux besoins du marché. Dans le cadre de la poursuite de l'opérationnalisation des collèges d'enseignement technique et des centres de formation au métier, les efforts du gouvernement porteront sur le renforcement des infrastructures de formation avec l'équipement des salles de classe et des ateliers. Il s'agira aussi de poursuivre et de généraliser la création de centres de formation des adultes. Dans le cas de la mise en œuvre de l'agenda 2026 de l'OCI sur les STI, les priorités identifiées cadrent parfaitement avec le programme de renaissance acte 3 du président de la République, son Excellence M. Mohamed Bazoum. Dans le domaine de la sécurité de l'eau, des aliments et de l'environnement, l'État du Niger s'investira dans la modernisation de différents segments des filières agro-silvopastorales à travers l'utilisation de nouvelles technologies pouvant permettre d'optimiser la chaîne de production, de conservation, de transformation et de commercialisation. Quant à la gestion intégrée des ressources en eau, le gouvernement poursuivra l'opérationnalisation du plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau en intégrant les nouvelles technologies. En ce qui concerne la résilience au changement climatique, l'État du Niger renforcera plutôt les institutions de recherche agronomique pour la conduite des travaux de recherche sur l'agriculture innovante sur le climat. En matière de santé, le gouvernement entend fournir les efforts pour améliorer l'accès et la qualité des services de santé à travers la construction et ou la réhabilitation des infrastructures sanitaires. Le Niger a d'énormes attentes pour la promotion des STI. Les pays en voie de développement, caractérisés par une croissance galopante et démographique galopante, ont des difficultés pour la formation des jeunes et sont par conséquent exposés au chômage, entraînant des inégalités de revenus, conduisant à des troubles sociaux et à de graves problèmes de perturbation sociale. Le paradigme actuel du développement est que l'avenir appartient aux seules sociétés de savoir. En effet, toute société qui ne s'investit pas dans la science est appelée à disparaître. Autrement dit, le vrai capital d'un peuple, d'une nation, ce n'est pas seulement la richesse de son sous-sol, mais plutôt son gisement en matière grise. L'État du Niger est conscient que les sciences, la technologie et l'innovation contribuent au développement de nombreux secteurs, notamment l'éducation, l'agriculture, la santé publique, l'énergie et le commerce. C'est pourquoi l'État du Niger soutient l'initiative de l'OCI sur la promotion des STI et sollicite la solidarité internationale pour la formation des élites, le transfert de technologie, l'appui technique et financier au développement des programmes de recherche et de l'innovation technologique.
Le ministre de la Défense et de la Décentralisation a présidé ce matin au centre de conférence à Mahatma Gandhi la première réunion du comité de pilotage pour le projet Fonds de la stabilisation de la région du Liptako-Gourma, financé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cette rencontre a pour objectif de répondre aux défis sécuritaires auxquels fait face la région du Liptako-Gourma. Le compte rendu avec Nafisa Yahaya et Aboubakar Souley. C'est pour répondre aux défis sécuritaires auxquels fait face la région du Liptako-Gourma que se tient cette première session du comité de pilotage. Une session qui rentre dans le cadre du projet Fonds pour la stabilisation de la région du Liptako-Gourma pour le Niger. La situation qui caractérise le Liptako-Gourma justifie l'intérêt qui lui est porté et la pertinence de la mise en œuvre d'une initiative de stabilisation à l'instar de celle de la région de Difa. Je voudrais rappeler ici les premiers succès de cette approche de stabilisation initiée dans la région de Difa et qui a aujourd'hui créé l'espoir pour les populations et qui augure pour eux des perspectives nouvelles. Les résultats sont réels et seront répliqués à d'autres zones dans la région pour un impact plus conséquent. Dans ce processus de stabilisation de la région du Liptako-Gourma, le Niger peut compter sur l'accompagnement de ses partenaires, a réaffirmé la coordinatrice du système des Nations Unies. Le partenariat est notre seule option pour relever les défis de ce vaste Sahel. Et pour utiliser la métaphore des scénarios prospectifs, faire du Niger et des pays voisins une fleur du désert. Notre participation à cette rencontre témoigne d'un engagement autant personnel qu'institutionnel pour réaliser le démarrage effectif et la réussite de ce projet. Cette rencontre se tient à peine à 3 semaines après l'adoption de la déclaration de politique générale du gouvernement, qui donne pour les 5 prochaines années les orientations de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. La sécurité et les solutions telles que le retour des populations déplacées en raison des crises sécuritaires, au même titre que l'éducation et la bonne gouvernance, ont été priorisées afin d'accélérer le développement. La mise en œuvre du programme de la stabilisation dans la région du Liptako-Gourma découle des conséquences qui prévaut dans la zone des 3 frontières, a rappelé le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Ce sommet a fait donc appel à une mobilisation des partenaires internationaux, dont entre autres le PNUD, la GIZ, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Clôture hier mardi de l'atelier de validation des travaux du comité d'experts sur la redéfinition du programme de formation de la filière communication des entreprises du BTS d'État. Un atelier organisé par l'Office national des concours des examens et concours du supérieur ONEX. Le compte rendu de Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. Au terme de 2 jours d'échange, les participants à l'atelier de redéfinition du programme de la filière communication des entreprises du brevet des techniciens supérieurs BTS d'État ont approuvé le document soumis à leur appréciation à la grande satisfaction du directeur général de l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX. L'atelier recommande à l'ONEX, sous la direction du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, d'élaborer dans les plus brefs délais une feuille de route de la mise en œuvre de la réforme des régimes de formation et des examens du BTS d'État de la filière désormais appelée communication des organisations. Recommandation numéro 2. L'atelier recommande au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche la création d'un cadre de collaboration entre les acteurs clés pour rendre effectifs les stages pratiques de fin de formation en BTS d'État, communication des organisations. Changer, rééquilibrer le contenu de la formation dans le sens où nous passons sommairement, nous passons d'une logique, nous passons à une logique où les enseignements professionnels et techniques, donc qui sont professionnalisants, comptent pour 4/5 et les enseignements d'ordre général passent pour 1/5. Et de ce fait-là, vous allez retrouver maintenant un certain nombre d'enseignements aussi au niveau des examens, du régime des examens du BTS. Nous avions proposé des épreuves
pas l'évaluation des matières, mais des épreuves qui peuvent regrouper un certain nombre de matières étudiées par les étudiants. Parce que dans la vie pratique, un étudiant ne retrouve pas une dimension spécifique, mais il va trouver une situation complexe qui fait appel à l'usage de plusieurs enseignements qu'il a reçus. Et c'est dans ce sens-là que nous avions élaboré Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a parrainé l'atelier a salué l'ONEX pour avoir réussi l'organisation de ces assises. C'est pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche trouve obsolète un programme qui a été exécuté pendant des années sans révision aucune. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter l'initiative du DG de l'ONEX de rentrer dans son rôle, car il s'agit effectivement de son rôle. L'ONEX, qui au départ a été chargé juste des examens des concours, s'est vu aussi confier la révision des programmes, dont le DG lui-même est responsable. Donc je disais que cet atelier vient à point nommé car il répond au changement de la filière communication, mais il vient aussi à peu nommé car il répond à la nouvelle vision que se fait le ministère de l'Enseignement supérieur sur la professionnalisation. La validation des travaux du comité d'experts sur la redéfinition du programme de formation de la filière BTS Communication des entreprises marque ainsi le début d'un processus qui va concerner l'ensemble des programmes de 18 filières actuellement en vigueur au Niger. Comme chaque mercredi, votre rendez-vous hebdomadaire à présent, chronique judiciaire qui porte sur la garde à vue, un thème développé par Maître Amani Nebi Mustafa, avocat à la Cour. Très bonne réception. Il faut rappeler que la garde à vue, c'est une mesure qui permet à un officier de police judiciaire de détenir une ou plusieurs personnes, soit à des faits d'enquête, soit parce qu'il existe des éléments, des indices graves et concordants à l'égard de ces personnes. L'objectif étant d'empêcher cette personne de faire disparaître des preuves, de faire pression sur des témoins, ou à tout le moins de fuir la justice. Seul l'officier de police judiciaire peut garder une personne à vue. Les personnes qui ont compétence ou qui ont cette qualité d'officier de police judiciaire sont définies par l'article 16 de notre code de procédure pénale. Je disais tantôt que c'est des indices graves et concordants qui, le plus souvent, amènent l'officier de police judiciaire à garder une personne à vue. En dehors de cette personne, aucune autre personne, je dis bien, ne peut retenir une personne qu'aucune infraction lui est reprochée. Il faut d'abord, au préalable, avoir cette qualité d'officier de police judiciaire. La garde à vue est bien évidemment bien encadrée par la loi. Les délais en sont prévus, les droits sont reconnus à la personne gardée à vue et l'auteur, disons, la personne qui met cette personne à garde à vue a aussi des devoirs. Pour ce qui est du droit commun de la garde à vue, c'est l'article 71 de notre code de procédure pénale qui parle de cela, qui nous dit si pour des nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices de culpabilité, il ne peut les retenir plus de 48 heures. Passé ce délai, il doit les relâcher ou les conduire devant le procureur de la République. Toutefois, le procureur de la République peut accorder
l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai qui ne peut excéder 48 heures. C'est cela le principe. Une personne ne peut être gardée à vue plus de 48 heures, renouvelable une seule fois. Eh bien, il y a des exceptions qui ont été prévues à côté de ce principe de 48 heures renouvelable une fois, qui ont été prévues par la loi. D'abord, il s'agit du cas de l'infraction de terrorisme. En matière de terrorisme, c'est l'article 605.5 qui nous dit que la garde à vue en cette matière est de 15 jours. 15 jours, renouvelable une seule fois. Et on dit, par autorisation écrite du parquet du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, ou du juge d'instruction de la dite juridiction. Il y a aussi une exception en matière de drogue. En la matière, la garde à vue est de 48 heures, renouvelable une fois, là aussi sur autorisation écrite, je dis bien, du procureur de la République. Donc, à entendre par autorisation écrite, le procureur ne peut pas prendre son téléphone, ou le PJ ne peut pas prendre son téléphone pour dire au procureur que j'ai gardé telle personne à vue, le délai ayant dépassé, est-ce que je peux reconduire ou prolonger, autant pour moi, cette mesure? Il peut le faire, mais il reste dans la violation de la loi. Donc, à la matière, on dit, à côté de cette première prolongation de 48 heures, eh bien, une deuxième prolongation écrite peut être accordée dans les mêmes conditions, mais pour une durée qui ne peut excéder 24 heures. Donc là même, l'autorisation doit être écrite. À côté de ces deux exceptions, il y a la situation particulière du mineur. Parce qu'il faut retenir que depuis un certain temps, à l'échelle internationale, tout comme à l'échelle nationale, autant de lois sont intervenues pour protéger cet être fragile. C'est pourquoi au Niger, il y a la loi 2014-72 du 20 novembre 2014 déterminant les compétences, les attributions et le fonctionnement des juridictions du mineur, qui nous précise que le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue. Mais à côté, on dit qu'il peut être mis à la disposition d'un officier de la police judiciaire avec l'accord écrit du procureur de la République, sans être placé en chambre de sûreté. Mais même dans ce cas, je dis bien, le délai ne peut dépasser 12 heures. Il y a la situation du mineur âgé de 13 à 18 ans. Certes, il peut être placé en garde à vue, mais il ne peut pas être mis en chambre de sûreté avec les majeurs. Et la particularité, c'est que pour ce mineur placé en garde à vue, aussitôt que l'officier de la police judiciaire le met en garde à vue, il doit, je dis bien, il doit informer ses parents. Il doit commettre par voie de réquisition un médecin qui doit examiner le mineur, conformément à l'article 71 du Code de procédure pénale. Il doit, dans les mêmes conditions, aussi commettre un travailleur social qui doit faire une enquête sociale et de personnalité sur le dit mineur. Tout cela, c'est pour protéger cet être plus fragile. Et mieux encore, le mineur gardé à vue a droit à l'assistance d'un conseil. C'est cela que je trouve inadmissible. Le législateur s'est donné cette peine
pour accorder cette protection très élevée aux mineurs. Parce qu'aujourd'hui, l'assistance d'un conseil, c'est vraiment indispensable et capital. Eux, c'est même une obligation de par la loi. Qu'un mineur ne peut pas être gardé à vue sans qu'on puisse lui choisir un conseil. C'est l'article 10 de la loi 2014 déterminant le fonctionnement et la procédure à suivre devant les juridictions du mineur qui nous dit cela. Si le mineur n'a pas cette possibilité de désigner par le biais de ses parents un conseil, eh bien, on dit l'officier de la police judiciaire doit immédiatement rendre compte au procureur pour lui dire que j'ai gardé dans mes locaux un mineur, il n'a pas un conseil qui l'assiste, de bien vouloir informer le juge des mineurs qui doit désigner un conseil commis d'office pour l'assister. C'est une obligation légale. Mais malheureusement, je dis bien, malheureusement, aujourd'hui, vous allez faire le tour des différents locaux où on peut faire des gardes à vue. Vous n'allez jamais rencontrer une telle situation où un mineur est interpellé, où on demande au procureur de la République de bien vouloir saisir le juge des mineurs pour désigner un conseil commis d'office. Parfois, on le fait assister juste pour l'entendre par ses parents. Ce n'est pas ce que dit la loi. La loi dit droit à l'assistance d'un conseil. Et plus loin, on nous explique que si le mineur n'a pas les moyens pour prendre un conseil, aussitôt on rend compte au procureur de la République qui saisit le juge des mineurs qui doit désigner un conseil commis d'office pour assurer la protection de cet être plus fragile. Et mieux encore, cette loi nous dit le mineur victime ou témoin doit tout autant être assisté. Donc ce n'est pas que ce mineur-là qu'on soupçonne d'avoir commis une infraction. Non, même ce mineur victime ou témoin a droit à l'assistance d'un conseil. Et les personnes gardées à vue ont autant de droits aussi. Parce que, aussitôt qu'une personne est gardée à vue, l'officier de la police judiciaire doit, dans une langue que la personne maîtrise, lui faire comprendre ce pourquoi la personne est là. Ce qui lui est reproché exactement. S'il décide de le garder à vue, il doit l'informer qu'il est gardé à vue à compter de telle heure. Il doit aussi lui informer la durée de cette garde à vue-là. Il doit, dans les mêmes conditions, commettre un médecin pour examiner la personne, pour vérifier son état avec la garde à vue. Parce qu'aujourd'hui, il se peut que c'est une personne qui est atteinte, par exemple, du diabète ou bien d'autres maladies qui ne permet pas de les garder dans certains locaux. Eh bien, tout cela, on doit vérifier. Parce qu'au-delà de la commission de l'infraction, c'est des êtres humains qui ont des droits inaliénables qu'on est en train de garder. Donc, il faut les mettre vraiment dans cette protection que la loi leur accorde. Eh bien, à côté de tout cela, l'officier de la police judiciaire doit permettre à la personne d'informer sa famille et son employeur. Si c'est une personne étrangère, eh bien, on doit lui permettre d'informer le consulat de son pays pour qu'on sache les conditions dans lesquelles la personne se retrouve. On doit aussi l'informer de son droit de répondre aux questions qui lui seront posées et lui dire que s'il veut, il peut garder le silence. Mais à côté de tout cela, je dis bien, on doit informer la personne de son droit de prendre un avocat. Avant l'avènement du règlement 5
2002 de l'UEMOA. En fonction de l'infraction, si c'est le droit commun, c'est à partir de la 24e heure. Si c'est pour l'infraction de drogue, c'est à partir de la 48e heure et l'infraction de terrorisme. Mais avec le règlement de l'UEMOA, on dit dès l'interpellation. Donc, avant même d'amener, par exemple, si la personne a été interpellée à son domicile ou à un autre lieu, avant même de l'amener dans leurs locaux, on doit l'informer de son droit de prendre un avocat. Mais à côté de tout cela, il y a une seule exception prévue par la loi où expressement on dit bien qu'une personne ne peut faire l'objet de garde à vue. C'est en matière d'infraction sur le délit de presse. Donc en matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. Aussi, la garde à vue ne peut être opérée dans ces conditions. Mais là, la loi n'a pas défini ce qu'il faut entendre par délit de presse. Seulement là, il faut se retourner dans les infractions prévues dans l'ordonnance 2010-37 du 4 juillet 2010. Pour toutes ces infractions, une personne ne peut faire l'objet de garde à vue. La garde à vue, c'est vraiment un pouvoir discrétionnaire de l'officier de police judiciaire, surveillé par le procureur de la République, qui est encadré strictement par la loi, qui reconnaît des droits et des obligations aux personnes gardées à vue.